Merci beaucoup. Désolé de ne pas pouvoir, en fait, avoir participé un peu plus tôt aujourd'hui. Mais je suis très reconnaissant de l'invitation de venir parler avec vous aujourd'hui sur ce sujet très, très intéressant de gamification. J'aimerais l'aborder sous l'angle de la santé, mais encore une fois, puisque j'ai à peu près 15 minutes pour cette présentation-là qui se veut un survol un peu des grands points sur ce sujet-là, de vous parler des enjeux reliés au partage des données, donc le data sharing plus spécifiquement. Dans mes recherches, je suis très intéressé dans le monde de la génétique, mais plus récemment, j'ai fait beaucoup de recherches sur les applications mobiles de santé et on voit souvent que les questions de gamification ne sont pas très, très lointaines. Là. Donc, si vous voyez là, des aspects reliés aux applications mobiles de la santé, c'est vraiment à cause de la ressemblance qu'il y a. Donc, je vais commencer avec une introduction. Et dans cette introduction, j'aimerais ça vous présenter un peu certaines trends, comme on les appelle, là, les réalités sur le terrain là, qui nous permettent de mieux comprendre un peu les enjeux qui seront présentés. Je vais parler de la gamification ou du data sharing. Il y a certaines recherches qui sont faites, encore une fois, oui, sur la gamification, mais aussi au niveau des applications mobiles. Par la suite, je vais vous présenter quelques enjeux, puis je vais conclure avec certains points. Dans le monde de la génétique et la génomique, si vous êtes intéressé, vous avez certainement vu cette illustration-là, que je pense représente beaucoup le direct-to-consumer. Le monde là, de vraiment le consommateur et l'information qui est envoyée directement au consommateur. Le message ici est clair. C'est de l'information qui vous concerne, mais qui vous sera également très utile par rapport à vos choix, à vos décisions. Et dans le monde de la génomique, c'est vraiment le message le plus répandu là, possible, surtout au niveau des compagnies là, qui offrent ce type de tests génétiques. Mais c'est également le cas lorsqu'on parle des applications, lorsqu'on parle d'utilisation des appareils mobiles, des applications mobiles de santé, que ce soit gamifié ou pas. C'est un peu le même message qui est envoyé. Certaines compagnies, par exemple, nous présentent leur nouvelle plateforme comme ResearchKit ou CareKit comme étant un moyen de vous donner un peu plus de contrôle. Le fait que ça a aidé les chercheurs, les médecins, et maintenant vous, le consommateur, et vous, le patient. Donc, c'est un message qui est quand même assez commun. Mais reflète aussi une réalité sur le terrain qui date pas d'aujourd'hui, mais qui est là depuis longtemps. C'est l'idée de limiter de plus en plus le rôle, que ce soit parce que c'est la réalité là, aujourd'hui ou c'est parce qu'on a besoin de diversifier les ressources, mais limiter le rôle du médecin dans la clinique. Et c'est fait vraiment sous deux formes. La première, c'est l'intégration des outils technologiques, que ce soit des applications en intelligence artificielle ou que ce soit des applications de santé dans la clinique de plus en plus, mais aussi en reconnaissant certains actes qui ont été pendant longtemps réservés aux médecins, mais qui sont maintenant des actes qui pourront être délégués ou partagés par d'autres professionnels de la santé. Donc, il y a une réalité sur le terrain, celle où le médecin ne joue pas nécessairement le rôle central aujourd'hui dans ces prises de position-là et dans la santé et le suivi médical, disons. La gamification ne va pas vraiment nécessairement loin de ce message-là. Bon, c'est quelque chose qui est en émergence, comme on a vu dans la présentation ultérieure. Mais c'est aussi quelque chose qui reflète un peu une réalité là, de comment nous, en tant que consommateurs, surtout canadiens, et notre attention là, par rapport aux données et aux messages qui nous sont envoyés. Apparemment, une étude qui est faite par Microsoft en 2015 démontrait que l'attention moyenne du consommateur canadien est maintenant de 8 secondes. Et en 2000, c'était 12 secondes.
Apparemment, un goldfish, son attention serait de 9 secondes. Donc, ça ne va pas bien pour nous, êtres humains, là. Mais ils ont conclu dans cette étude-là que la prolifération de la technologie et des dispositifs mobiles ainsi que les médias sociaux ont contribué beaucoup à cette réalité-là. Et je pense que c'est quelque chose aussi que plusieurs outils technologiques savent, mais aussi utilisent comme raison pour ramener les gens à utiliser ces outils-là. L'autre réalité, c'est la value de ces données-là, que ce soit des données personnelles, que ce soit des données de santé. Là. Les données aujourd'hui sont une ressource extrêmement importante. Je ne sais pas si vous êtes au courant, j'imagine que plusieurs d'entre vous utilisent l'application WhatsApp. C'est une application qui a été achetée par Facebook en 2014-2015, si je ne me trompe pas. Et généralement, lorsqu'on fait ces acquisitions-là, on regarde souvent le nombre d'employés qu'il y a dans une compagnie, le nombre de branches internationales qui existent. Et souvent, là, c'est ce qui va déterminer vraiment là, combien ça va coûter et bien sûr sa place là, au niveau du capital mondial. Plus maintenant. Les grandes compagnies achetaient des autres grandes compagnies avec des dizaines de milliers de personnel pour quelques millions de dollars. WhatsApp avait à peu près 60 employés à ce moment-là. Lorsque ça a été acheté par Facebook, ça a été acheté approximativement à 20 milliards de dollars. Et la raison, bien sûr, c'est les données qui sont incluses dans cette plateforme-là. Et donc, il faut garder aussi en tête l'importance de ce point-là lorsqu'on regarde ces outils-là qui sont utilisés au niveau de la santé. Quelques chiffres. Par exemple, c'est pas pour la santé, là, mais juste pour vous donner un chiffre là, sur la gamification, les jeux vidéo comme Candy Crush ont été téléchargés plus de 2,73 milliards de fois depuis leur début en 2012. Plus de 112 000 kilomètres ont été glissés sur les écrans interactifs à chaque jour. Donc, vous voyez le nombre d'utilisations, c'est quand même assez omniprésent. Puis, bien sûr, comme on a dit, ces concepts de jeux vidéo peuvent être appliqués à la santé. J'utilise ce passage-là, je l'ai traduit, Vincent, donc de votre chapitre, votre excellent chapitre, je sais que tu vas en parler aujourd'hui, mais des études empiriques ont déjà démontré le potentiel de la gamification pour améliorer l'autogestion de maladies chroniques telles que le diabète, les patients respectant mieux leurs traitements médicamenteux et de manière plus responsable. Donc, il y a bien sûr des bénéfices. Ma présentation va peut-être se concentrer un peu sur les enjeux, mais il faut comprendre qu'il y a des bénéfices derrière cette utilisation-là. Bon, je vous ai parlé d'outils mobiles de santé, des applications mobiles de santé, mais la gamification rentre un peu dans cette classification-là. En 2018, j'ai eu l'opportunité de publier là-dessus. On a essayé de faire une classification de la technologie. Les différentes applications qui existent, donc les applications offrant de l'information générale relative à la santé ou au bien-être, les applications permettant de prévenir et de gérer des maladies, les applications permettant d'enregistrer des données, d'observer des tendances et de faire un suivi, et aussi les applications fonctionnant par association. Et ces applications-là sont des applications généralement où on fait un lien entre un symptôme et une condition spécifique. Je vous dirais au niveau de la gamification où on se trouve plus généralement, ce serait dans la troisième catégorie, les applications permettront d'enregistrer des données, d'observer des tendances et de faire un suivi. Si on rentre ça dans le monde un peu des applications mobiles de santé. Le marché lui-même devrait dépasser 9,1 milliards en 2020 à 30,7 milliards en 2025. Si on regarde l'utilisation d'appareils, on parle de plus de 80% des ménages possèdent un appareil de jeu autonome en Amérique du Nord. L'utilisation des téléphones qui sont souvent utilisés pour permettre à la gamification, on parle de plus de 81% d'utilisation. Et la gamification d'une plateforme web peut augmenter le temps de navigation de plus de 30%. Okay? Donc, il y a aussi un bénéfice clair là, par rapport à ça. Face à cette réalité-là, il y a toute une question de la gouvernance de ces outils-là et de ces applications.
et de cette utilisation elle-même. Et c'est une question qui a été soulevée plus récemment dans le monde des applications de santé, mais qui serait également utile ici dans le cas de la gamification pour la santé. Il n'y a pas beaucoup de réglementation. Je suis sûr que je ne vous surprends pas lorsque je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de réglementation là-dessus. Je vous parle de réglementation spécifique, bien sûr. Les questions reliées au consentement, la vie privée, ainsi de suite, on peut utiliser ce qu'il y a comme outil présent. Je laisserai mes collègues vous en parler un peu plus tard pour voir si c'est bel et bien efficace, mais il n'y a pas encore de réglementation spécifique par rapport à ces outils-là et je ne pense pas non plus qu'on en verra d'aussitôt. Il y a des lignes directrices qui nous viennent de Santé Canada lorsqu'on parle de dispositifs médicaux qui utilisent le software. Mais la problématique avec ça, c'est un peu la même façon de faire qu'aux États-Unis. Ici, on parle des fois de centaines de milliers d'applications. Là, ici, on va devoir prioriser ceux qui vont être un peu plus réglementés que d'autres. Et la problématique, c'est souvent des applications comme celles qui utilisent la gamification ne seront pas nécessairement dans la haute liste de priorités. Lorsqu'ils ont un choix à faire entre une application qui permet à un individu de mettre l'information sur ces données là, au niveau du diabète versus une application qui va venir doser le niveau d'insuline dans le corps, c'est sûr qu'ils vont mettre un peu plus d'emphase sur celle qui va être un peu plus invasive et un peu plus critique ici. Et ça soulève toute cette question au niveau de la réglementation et l'importance qu'elle soit vraiment multilatérale. Et il y a un rôle important lorsqu'on parle de santé, de penser au rôle que jouent les professionnels de la santé, que ce soit des médecins, que ce soit d'autres professionnels de la santé. En 2015, l'Association médicale canadienne a sorti des principes sur la recommandation qui est faite par certains médecins sur l'utilisation de certaines applications mobiles. C'est utile, mais on ne rentre pas nécessairement dans le détail. Et depuis 2015 à aujourd'hui, il y a énormément de changements. Une approche qui utilise ou qui prend en considération cette réalité de gamification-là est toujours et serait nécessaire là, dans des cas comme ça spécifiquement. Bon, je vous ai parlé de data sharing. Je vais vous donner aussi quelques statistiques par rapport à ça qui nous viennent de rapports faits au Canada et des études empiriques. Donc, une majorité, à peu près 70% des adultes canadiens surveillent régulièrement un ou plusieurs éléments de leur santé comme le poids, la glycémie, la pression artérielle, l'activité physique, la performance ou la qualité du sommeil. Environ 40% des Canadiens sont des suiveurs connectés. C'est-à-dire qu'ils utilisent des applications qui sont utilisées dans des smartphones ou des autres appareils mobiles pour suivre leurs données de santé personnelle. Mais qu'est-ce qu'ils font exactement avec ces données-là? Donc, parmi les Canadiens qui utilisent des applications mobiles pour la surveillance de la santé, seuls 35% déclarent partager leurs données avec d'autres personnes. Parmi eux, 61% ont déclaré partager leurs données avec les membres de leur famille. 50% avec des amis, 34% avec leurs médecins et 20% avec d'autres utilisateurs de l'application. Donc, vous comprenez des chiffres ici qu'il y a plusieurs parties intervenantes là, qui reçoivent ces informations-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que seulement 34% utilisent ces applications-là pour partager avec leur médecin. Et c'est une réalité assez importante, surtout même pour l'utilisation de celles des plateformes où on mentionne l'importance de partager l'information avec les médecins. Certaines données nous démontrent que même ceux-ci ne sont pas partagés. Donc, il semble qu'il y ait un plus grand intérêt de partager ça avec des amis et avec des membres de la famille. Une étude qui a été faite en 2019 sur ce que ces outils-là permettent de faire en termes d'information, parce qu'ils collectent de l'information, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup de contrôle de la part du consommateur ou de la part du patient ici, plus spécifiquement, dans où est-ce que cette information peut aller. Il n'y a pas une
on parle souvent de contrôle sur nos données de santé, mais en vérité, ce n'est pas nécessairement le cas. Ici, une étude qui a été faite aux États-Unis, au Canada et en Australie a démontré que la grande majorité de ces plateformes-là ne permettent pas aux patients ou aux consommateurs de choisir où est-ce que cette information peut aller. C'est soit un tout, soit rien. Et c'est très, très problématique parce qu'il y a de l'information, que ce soit des courriels, que ce soit l'endroit où la personne est. C'est quelque chose qui est disponible et qui pourrait être partagé. Et ici, bien sûr, la recommandation, c'est de s'assurer au niveau des médecins ou des professionnels de la santé d'utiliser leur obligation d'informer ici pour pouvoir discuter des enjeux au niveau de la vie privée, des enjeux au niveau de l'accès et leur permettre vraiment de mieux comprendre si jamais ils recommandent de telles applications-là. Donc, les enjeux ici, il y en a plusieurs. Bon, est-ce qu'on est dans une... Surtout, lorsqu'on parle de santé, est-ce qu'on est dans une relation consommateur ou une relation avec un patient? Et si on est en relation avec le patient, mais c'est qui l'autre partie intervenante ici? Parce que généralement, on va parler de ceux qui vont développer ces applications-là. Il n'y a pas nécessairement même un médecin qui est derrière ces outils-là. Si c'est quelque chose qui est fait par une institution hospitalière ou par une clinique privée, par exemple, là, il y aura peut-être une relation patient-professionnel de la santé, mais à part de ça, on n'est pas nécessairement, même si on l'utilise pour des questions de santé, on n'est pas nécessairement dans une relation patient-professionnel de la santé. Et c'est très problématique parce que les expectatives vont être différentes et la question de responsabilité civile ou responsabilité médicale va demander un peu plus d'attention. L'autre question, c'est si on est dans une relation de patient-professionnel de santé, mais quelles sont les limites des obligations traditionnelles? Donc, on parle de l'obligation d'informer. On a parlé de certaines études qui recommandent de prendre un peu plus de temps, d'expliquer les enjeux, d'expliquer les risques qui existent par ces utilisations-là. Mais au niveau de traitement, si on utilise ces outils-là pour collecter des données, il y a toute une question reliée à la validation de cette information-là et son utilisation au niveau clinique. Il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus et ont démontré qu'une grande partie du budget de plusieurs de ces applications-là se met vraiment dans la validation et dans le curation des données. L'autre point aussi important, c'est généralement dans ces applications-là, il y a cette possibilité de recherche médicale. Donc, utilisation de cette information-là pour la recherche médicale. Et c'est une façon plus facile et plus accessible d'avoir cette information-là que de passer nécessairement par un processus qui nécessite qu'un individu va à un endroit et signe complète un questionnaire. Le fait de pouvoir le faire de cette manière-là est beaucoup plus utile. Et bon, dans ce cas-là, plus spécifiquement, comment est-ce que cette information-là est présentée? Bon, on sait que maintenant, plusieurs des grandes compagnies ont créé une obligation lorsqu'il y a un projet de recherche qui est disponible via leur plateforme, qu'il faut qu'il y ait une approbation éthique pour ça, s'il y a des participants humains. Mais comment est-ce que cette information-là est présentée à ce patient-là ou à ce participant-là maintenant? Et est-ce que c'est aussi visible que ça devrait l'être? On a fait de la recherche là-dessus dans un autre projet et on a vu que le consentement qui est soumis au comité d'éthique est très différent de l'information qui se trouve dans l'application elle-même. Et donc, c'est sûr que c'est vulgarisé, mais le problème avec la vulgarisation, des fois, c'est qu'on oublie certains points qui sont extrêmement importants. Et bon, ici, le contrôle aussi est beaucoup plus important. Il y a aussi, nos recherches ont démontré aussi une grande problématique au niveau du retour des résultats individuels et des découvertes fortuites, surtout s'il y a de l'information de santé là, extrêmement importante. Ça a souvent été une des grosses problématiques qu'on a vues. Ici, on parle de personnes vulnérables. C'est encore plus problématique parce que
Souvent, ces gens-là utilisent ces outils-là pour recevoir de l'information médicale, mais si cette information-là est par la suite partagée sans qu'il y ait une explication claire de comment, pour qui et c'est qui va être responsable, ça crée toute une problématique. L'autre point qui est une réalité de nos jours aujourd'hui, et qu'on voit souvent dans le monde des direct-to-consumer, donc les tests génétiques là, qui sont offerts directement aux consommateurs, c'est le fait que des compagnies vont venir présenter leur propre offre aux gens. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y a une compagnie qui s'appelle Vinome. Et cette compagnie demande aux gens, aux consommateurs, d'envoyer un échantillon de salive. Ça va être analysé pour leur offrir le meilleur vin possible pour leur palette. Et bien sûr, ces vins-là sont seulement disponibles via cette application-là. Et donc, on parle souvent d'un mission creep. Et plus récemment, dans une application mobile, je ne sais pas si vous êtes à Montréal, ça fait quand même un peu le tour là, dans les courriers, la compagnie Maple, l'application Maple. Et voici une information qui se trouve là-dedans. Bon, bien sûr, c'est une application de santé, mais si on utilise leur réseau de praticiens, on va pouvoir avoir des points optimum. Donc, il y a toute cette question-là de mission creep là, qui est très, très, très importante à considérer. D'autres points possibles, et j'espère que je ne chevauche pas beaucoup avec la présentation de Vincent sur la vie privée, mais ce sont vraiment des interrogations et des questions importantes. Les données qui sont collectées, c'est où qu'ils vont être stockées? Est-ce que c'est dans un service en nuage, sur le téléphone, sur l'appareil de jeu? Où exactement est-ce que ça va être disponible? Qui y a accès? Est-ce que c'est simplement les développeurs? Est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui pourront rentrer, comme on dit, dans des contrats avec la compagnie qui offre ces services-là, qui vont pouvoir y avoir accès? On parle souvent de quatrième partie au lieu de troisième partie. Et ce sont souvent des compagnies qui sont intéressées par les tendances au niveau d'utilisation, au niveau de marketing. Dans ces outils-là, est-ce qu'il y a un cadre de gouvernance qui est disponible? Ce que je vois plus récemment dans certaines plateformes, c'est qu'il y a une information sur la vie privée, sur le privacy, et on nous informe si les applications en question ont une politique de vie privée ou pas. Ce qui est un pas de plus au niveau de la transparence, mais lorsqu'on utilise ces outils-là, surtout au niveau de la santé, c'est important de voir quel est le cadre de gouvernance qui existe, quelle est une politique d'accès qui peut être révisée, qui pourrait être vue par le patient qui utilise ces données-là. Et dans un contexte de recherche, bien sûr, que se passe-t-il si un participant se retire de l'étude? Si je décide de vendre mon téléphone et d'enlever toute application là-dessus, mais est-ce que ça veut dire que je me suis retiré du projet de recherche? Est-ce que je suis toujours un participant? C'est vraiment des questions là, qui sont soulevées, qui sont importantes. Et donc, pour conclure certains points, je pense que c'est l'approche qui devrait être suivie dans des questions reliées au data sharing. Elle doit être multilatérale. Donc, oui, on parle de réglementation. J'ai parlé de dispositifs médicaux, mais comme je vous ai dit, je ne pense pas qu'on va y arriver là très bientôt. Là. Donc, c'est un rôle que devront jouer les associations professionnelles, les collèges des médecins, par exemple, pour pouvoir guider un peu plus leurs membres, mais aussi la population en général lorsqu'on a le temps d'utiliser certains de ces outils-là. On a entendu la présentation sur les protections du consommateur, mais il y a aussi l'élément important de l'éducation. Et ça, c'est un aspect, malheureusement, qu'on ne voit pas souvent. Même au niveau des professionnels de la santé qui sont présentement formés sur les utilisations de ces outils-là. Encore, je fais une analogie avec les compagnies de consommation là, où ils offrent les données directement aux consommateurs.
après avoir fait des tests génétiques, mais pendant extrêmement longtemps, les professionnels de la santé ne voulaient absolument pas être impliqués dans ces prises de décision-là, ce qui a causé beaucoup de problématiques au niveau de l'interprétation, mais aussi au niveau du système de santé, parce que les gens reçoivent l'information, ils ne savent pas comment l'interpréter, et ça va créer beaucoup d'engouement. Et il y a aussi le monde du LC, donc le monde en anglais là, du Ethical, Legal and Social Issues, mais il y a aussi tout l'aspect psychologique qui est extrêmement important à considérer dans ces outils-là pour mieux comprendre un peu les prises de décision et comment les gens entrevoient leur notion de contrôle, leur notion de consentement, leur notion au niveau de la vie privée. C'est une question de confiance aussi. Mais c'est une confiance qui peut être facilement perdue. Et je pense que c'est pourquoi c'est important de pouvoir penser vraiment très méthodiquement à la façon dont on aimerait encadrer cette utilisation-là au niveau de la santé dans le futur. Et je pense que cette approche multilatérale sera peut-être la meilleure dans les circonstances. Merci beaucoup.